moins les ménages. Et puis au moins, c'est une façon de se sortir d'une situation. Mais Loïc, on va parler vrai. En fait, quand un prêt a été consenti, la banque a déjà, en quelque sorte, organisé son plan de financement du prêt. Et en fait, le fait d'avoir un nouveau prêt avec des conditions plus hautes en termes de taux, en fait, c'est une douille en fait, pour le consommateur. Ah bah, bien évidemment, et la banque ne veut pas porter le risque. Mais bon, c'est vrai que la banque, quand elle refait des crédits, aujourd'hui, elle surfinance à plus cher. Elle intéressait de surfinancer à moins cher en ayant le remboursement des prêts en cours. C'est bien logique. Olivier. Loïc, tu parles de portabilité, de transférabilité, ce que je pense est une bonne mesure, mais tu évalues... J'en suis sûr. Tu évalues ça à combien? C'est-à-dire que ça dégagerait combien de crédits ou combien de ménages Est-ce que c'est quelque chose qui est marginal ou finalement ça sauverait quand même la mise à beaucoup de gens? Non, ça pourrait être le quart du marché pourrait être intéressant. Ah, quand même. Oui. Le quart du marché. Le quart du marché, mais après, je dirais chaque plan de financement d'acquéreur est différent, puisque plus la période, notamment où le prêt a été contracté, est récente, et mieux c'est. Parce qu'automatiquement, si on avance de plus en plus dans le temps, il reste de moins en moins de capital pour la même mensualité. Donc le financement de l'acquéreur est compromis. Donc il y a un point d'inflexion et un point de croisée. Pierre-Yves, toi qui es au contact tous les jours, les transférabilités de prêt, ça serait une bonne mesure pour tes clients ? Ce serait effectivement une très bonne mesure si elle pouvait être mise en place. Ça permettrait de débloquer des solutions qui, malheureusement, aujourd'hui sont bloquées et pour certainement quelques années avec des difficultés de financement. J'attends les déclarations prochaines de Bruno Le Maire parce qu'il a fait une déclaration récente qu'il allait y avoir des déclarations fracassantes. D'accord. Sous ton impulsion, on pourra mettre ça à ton crédit, certainement. Je serais heureux que la FED gagne cette victoire-là, où j'aurai une année... Un combat, une victoire, et l'année prochaine, une autre victoire. Alors attention, tu as un autre combat où vraiment, alors là, tu es en désaccord profond avec le ministre du Logement, c'est le calendrier des rénovations énergétiques, qui est un gros problème pour les propriétaires en France. Quel a été l'affrontement, ou en tout cas les discussions que tu as eues avec le ministre à ce sujet ? Alors, quand on parle de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses. Il y a la rénovation de l'ensemble des logements, puisque en 2050, il faut décarboner tout le parc. Donc, c'est un chantier énorme. Donc, il nous reste quand même pas beaucoup de temps pour y parvenir, 16 ans pour le faire, et ça concerne tous les logements. Mais dans l'urgence, on a quand même 4 800 000 logements F et G. D'accord. C'est 4 800 000 logements F et G, c'est un coût moyen de 40 000 €, c'est 200 milliards de travaux. Moi, je vais exposer... À la charge des petits propriétaires. Absolument. Et ma prime rénov', c'est 4 milliards d'euros de dotation budgétaire par an. Donc, j'ai opposé au ministre le fait que si on voulait rénover tous les FG, donc résidence principale et parc locatif, 200 milliards, c'est 50 milliards de travaux par an. Ah oui, c'est ça. Je lui ai opposé le fait que le budget total entretien et rénovation du parc du bâtiment, le chiffre d'affaires total bâtiment, entretien, rénovation, c'est 53 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre toute la masse productive et les entreprises occupées à l'entretien et à la rénovation du parc pour les mettre sur la rénovation énergétique. Donc là, manifestement, déjà, on n'y arrivera pas avec les équipes. Ah oui, tu veux dire même en ressources, on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens de le faire. Déjà, premièrement, donc il n'y a pas eu d'étude d'impact à la hauteur. Deuxièmement, le mauvais message adressé aux propriétaires finalement en prenant l'indécence énergétique sur un logement classé G, c'est dans un an. D'accord. Et j'ai opposé à Patrice Vergrit le fait que aujourd'hui, dans la loi, on dit est frappé d'indécence un logement loué au 1er janvier 2025. Ouais. Or, un logement loué au 1er janvier 2025, c'est un logement qui a pu faire l'objet d'un bail au 1er juillet 2023. Bah oui. Donc, il passe l'échéance du 1er juillet 2025, il est considéré comme indécent, le locataire peut faire un recours. Et j'ai demandé au ministre Qu'est-ce qu'il fait ? de modifier la loi dans ce sens-là. D'accord. Parce qu'on va vers une catastrophe. C'est ça, on peut avoir des locataires qui vont dire je suis dans un logement indécent. Je en cause le propriétaire, vous me devez un logement décent. Donc, dans ce donc cas-là, des petits propriétaires qui finalement avaient loué en toute bonne foi vont se retrouver dans l'illégalité complète, quoi, en fait. Déjà qu'on n'a pas assez de logements en location. Ben oui, bien sûr. Franchement, aujourd'hui, hein. qui est-ce qui peut avoir envie de devenir propriétaire ? Entre ça, le risque de voir son appartement squatté, les impayés, la difficulté d'emprunter, enfin, on ne va pas envisager... Et la fiscalité, aujourd'hui, vient de sortir un rapport de la Cour de des comptes en disant que la fiscalité n'était plus tolérable en matière d'immobilier. Ouais. Donc elle n'était plus... C'est-à-dire, précise... La fiscalité sur l'immobilier, on a tous les mots. Je dirais que quand on a des actions boursières, c'est 30%. Quand on détient de l'immobilier, les revenus locatifs, c'est 45% de taux marginal d'imposition supérieur, 17,1% effectivement de CSG, CRDS.
On a la taxe foncière, on a l'impôt sur la fortune immobilière. Je le dis souvent, il vaut mieux avoir des voitures de collection et des œuvres d'art plutôt que un appartement à louer, parce qu'on est frappé à l'IFI. Ah ouais. Et on a l'encadrement des loyers. Enfin, on a la totale. Impôts, On a la totale, quoi. Donc plus une taxe foncière qui augmente dans des considérations épouvantables, l'encadrement des loyers, un rendement qui s'effondre. Donc on n'a aucun signal d'incitation pour l'investissement locatif en France. Ta prédiction, est-ce que tu penses que ce gouvernement va être en mesure de pouvoir proposer des solutions concrètes qui vont, sous ton impulsion peut-être, arriver? Alors là-dessus, je dois rendre à Patrice Vergriete cette avancée. Il y a un projet de loi logement qui devrait être déposé en mai 2024. D'accord. Bon. Néanmoins, il y a une grande avancée par rapport au précédent. C'est le 5e ministre du Logement depuis que Emmanuel Macron a été nommé président de la République, élu. Et là, on s'est mis d'accord. Tous les 15 jours, on va faire une réunion de travail. Très bien, c'est bien. Donc ça, c'est une grande avancée. Et je le remercie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça va nous permettre petit à petit de faire passer, je dirais, de défendre nos idées, des propositions. Et si elles peuvent être inscrites dans la loi, on va gagner du temps. Parce qu'il est vrai que toute proposition, dans tous les cas, si elle est inscrite dans la loi, on a le temps, finalement, pour faire en sorte de convaincre les groupes parlementaires, et là, on ne passera pas par le 49.3. Pierre-Yves, est-ce que tu as une question? On a la chance d'avoir Loïc Quentin, toi, en tant que professionnel de l'immobilier à Angers, et là, dans le Maine-et-Loire. Quelle pourrait être une question que tu poserais à Loïc? Alors, j'ai la chance d'avoir une ville très étudiante, mais du coup, qui rencontre une grosse problématique, qui est le logement des étudiants, où j'en ai, là encore, qui dorment dans leur voiture ou au camping. On vient de parler de l'intérêt pour un bailleur de louer, il n'y en a plus. Est-ce que le gouvernement a conscience de la catastrophe locative vers laquelle on va? On a cessé de le dire. D'ailleurs, on a créé une alliance pour le logement, y compris avec les bailleurs sociaux, les fédérations françaises du bâtiment, les promoteurs, parce qu'on s'est rendu compte à la rentrée, on a dit que la rentrée de septembre allait être catastrophique. C'était le cas, puisqu'il y a même 12% des étudiants qui ont renoncé à leurs études faute de logement. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave parce qu'on a un parc locatif qui est en diminution régulière, une désaffection de ce secteur. En même temps, on ouvre des écoles et on ne sait pas anticiper, faire de l'observation suffisante pour avoir une offre de logement adaptée. Et ça fait 30 ans que ça dure. C'est pas uniquement ce Est-ce que c'est pas insoluble comme problème? Non, je crois que c'est de l'anticipation, mais simplement... je pense que... Moi, j'ai fait une proposition pendant le CNR, le Conseil national de la Fondation, c'est que dans chaque ville, qu'il y ait un observatoire, je dirais, de suivi des politiques d'habitat et d'urbanisme, et notamment en faisant appel à tous les professionnels, les syndics, les agents immobiliers, les notaires, les géomètres, les banquiers, les assureurs, se mettre autour d'une table et faire un point sur le marché. Voilà, on produit une disposition d'urbanisme, et puis 6 ans après, on se pose la question, il nous manque des logements, ça ne va pas, on découvre tardivement les difficultés. Donc, il faut anticiper, mais surtout avoir une feuille de route que nous n'avons pas dans ce pays. Or, la France, elle va être exposée très rapidement à des inversions de marché. Oui. En somme qu'au début. Et ça, il faut les deviner, il faut les anticiper. Il faut les anticiper. Sabrina, à Montpellier, la crise de l'immobilier existe également un petit peu quand même, enfin celle qu'on vit en ce moment. Elle existe. La question que tu poserais à Loïc Quentin pour essayer de t'aider au quotidien, ça serait quoi? Alors, je pourrais vous dire, et vous pourriez nous aider, pour nous les agences immobilières, les prix doivent baisser. On n'a pas le choix. Il faut dire haut et fort à tout le monde, est-ce qu'on a fini la bulle immobilière? Alors, est-ce qu'on est dans une bulle immobilière? Moi, je ne dirais pas qu'on est dans une bulle immobilière, parce qu'une bulle immobilière, c'est quelque chose c'est un marché spéculatif. Or là, le marché n'a pas été spéculatif parce que les Français ont été dotés d'un pouvoir d'achat qui aurait été permis par la baisse des taux d'intérêt. Oui. Donc, ils sont ajustés Les prix avec ont la même bien mensualité, monté. ils se sont portés à un prix plus élevé. Parce qu'ils avaient le même remboursement, mais ils avaient de l'argent qui coûtait moins cher. Vous pouvez acheter. Il n'y a pas de bulle immobilière. Une bulle immobilière, finalement, on le saura parce qu'on sait quand elle éclate ou quand on commence à dégonfler. Là, ce n'est pas une bulle immobilière, mais simplement, on va avoir un réajustement inévitable de marché. Moi, j'ai commencé à vendre de l'immobilier. En 82, on avait des taux d'intérêt à 18%. Mais les vendeurs ne sont pas encore prêts. Oui, mais vous savez, le vendeur, il ne réagit pas avec la pierre comme avec la bourse. Un propriétaire, moi je ne cesse de dire qu'il faut que les prix baissent, et ils vont baisser, et c'est mécanique. On le dit tous les jours. La baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. Un vendeur qui est là aujourd'hui, quand il voit que les prix, finalement, ça ne part pas, il n'arrive plus à avoir le prix qu'il souhaitait, eh bien, il retire son bien de la vente, ce qui fait qu'il y a peu d'offres et peu de biens à vendre sur le marché. Il retire son bien de la vente. Remarquez, il y a eu beaucoup de transactions ces dernières années. Il retire son bien de la vente, ou alors celui qui est contraint,
eh bien, il va attendre 6 mois, 8 mois, 9 mois, et là où il ne peut plus. Loïc, alors tu dis pas de bulle, mais je prends l'exemple de Angers. Combien d'augmentation en 5 ans? L'équivalent de 75%. 75% en local, hein, Oui, sur la ville oui. d'Angers, qui est un micro-marché peut-être hein, par rapport au national. Là, est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène quand même Alors, un peu abusif? Bulle, Angers a toujours été une ville très calme, hein, très posée en termes de prix, qui n'avait pas qu'une grande augmentation. Et même vrai. pendant longtemps, c'est le calme total, il n'y avait pas de variation. Donc un marché qui était très sage. Bon, il y a eu un rattrapage. Il y a eu un rattrapage. Il y a eu un rattrapage, mais des fois aussi, c'est comme Bordeaux qui a eu connu un moment oui, un ça, c'était le excès TGV. et qui TGV, s'est fait, ça a été le TGV, Voilà, c'est- voilà, il y a un effet, une espèce d'engouement à un moment, comme les résidences à la campagne, après post-Covid, ont connu un afflux. Voilà, ça fait toujours partie des ajustements qu'on voit sur le marché. Bon, Loïc, merci beaucoup. À la fois dynamisme, sans langue de bois, et on espère la voix de la raison auprès du gouvernement pour obtenir des mesures pour vous, qui nous regardez, qui voulez devenir propriétaire à tout prix. Vous le savez, des castings dans toute la France pour les estimations de nos experts qui sont là, des conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure immobilière. Salut, ciao.